Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis Thomas Mourier, donc je suis le rédacteur en chef de Bubble. Et chaque semaine, on reprend les invitations où on fait venir les auteurs pour discuter avec vous autour de leurs derniers projets, leurs derniers albums. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Robin Cousin avec nous, qui vient nous parler de son dernier livre, Cursus Fin du Monde, qui est un livre qui est un prolongement de son livre précédent, Des milliards de miroirs, donc publié chez Flubulb. Je dis quelques mots sur l'album juste avant d'accueillir Robin à l'écran. C'est son quatrième album, après Des milliards de miroirs, Le profil de Jean Melville et Le chercheur fantôme. Et Robin Cousin participe aussi à des collectifs, des romans photos ou un collectif d'auteurs qui s'appelle Les Machines. Et plus récemment, il collabore aussi au journal jeunesse Biscotto. C'est un auteur qui s'intéresse à la science-fiction, à l'anticipation assez proche. Du moins, en tout cas, il interroge notre société à travers des dystopies ou des utopies. Et c'est quelqu'un qui va partir à chaque fois de questions scientifiques ou de travaux scientifiques, en tout cas, de chercheurs qu'il rencontre. Et il va comme ça interroger un peu notre quotidien ou notre futur très proche dans ses livres. Et donc, celui-ci, Cursus Fin du Monde, ne fait pas exception à la règle, si ce n'est que c'est une sorte de préquel à son album Des milliards de miroirs, où on retrouve les personnages dans leur jeunesse qui sont à la fin de leurs études. Et on va suivre comme ça toute une nuit où, pour fêter la fin de leur année scolaire, ils vont discuter un peu du futur, de ce qui nous attend à travers leurs différentes spécialités. Et donc tout cela se regroupe autour d'une seule question, les sciences peuvent-elles encore sauver le monde? Et ben pour cela, on va appeler Robin Cousin à l'écran et il va nous dire un peu ce qu'il en est, ou du moins nous parler de l'album. Donc je l'invite à l'écran, il va apparaître là, il est là. Bonjour Robin. Salut, Salut, bah bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. avec plaisir. Je mets à l'écran la couverture de l'album juste à côté. Et est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du point de départ de ce livre? Alors le point de départ, c'est une résidence à laquelle j'ai participé, une résidence d'auteurs à l'université de Poitiers, l'année dernière, de novembre à février à peu près, ça a duré 3 mois. Et on m'avait proposé de participer à l'appel à candidature et le thème c'était l'université utopique. Et moi, je venais de terminer des milliards de miroirs et puis j'avais plein de questions euh, que j'avais envie de poser aux scientifiques. Et je me suis dit, j'ai proposé de rencontrer les chercheurs, les chercheuses de l'université et de leur demander si les sciences pouvaient encore sauver le monde. Donc c'était une question volontairement simpliste pour entamer une discussion un peu plus profonde après. Mais voilà, donc j'ai été sélectionné pour ça et ensuite j'ai passé une résidence hyper intéressante avec plein de gens différents, très curieux, très intéressés pour partager leur travail et leurs recherches. Et l'objectif, c'était de faire une bande dessinée. Moi, j'avais proposé de faire 44 pages. Donc, j'ai fait une première version à la sortie de ces 3 mois de résidence. Qui a été pas mal influencé aussi parce que dans le cadre de ma résidence, je faisais des ateliers avec des lycéens et des étudiants, 2 ateliers en parallèle, et on travaillait sur la question de l'utopie. L'idée, c'était de leur faire construire un projet utopique ensemble, une espèce de cité utopique, ce qu'ils pensaient qui serait mieux que maintenant, quoi, et ensuite mettre cette utopie en bande dessinée. Et en fait, de voir toutes leurs idées foisonnantes, à quel point ils étaient au courant des problèmes actuels, qu'ils avaient plein d'idées, de solutions, de choses auxquelles il fallait penser. Ça m'a pas mal influencé pour la bande dessinée qui en est sortie. Et je me suis dit, bah, je vais prendre des étudiants comme personnages de cette histoire. Et donc est sortie une première version de 44 pages, à un peu d'exemplaires distribués dans l'université.
Et ça a plu à mon éditeur Grégory Jarry des éditions Fleubelogue qui s'est dit bah vas-y, ça serait bien que tu rebosses un peu, tu étoffes ton truc, tu prends le temps de faire un bouquin un peu plus costaud et puis on le sort. Et donc en gros maintenant il fait le double de page en reprenant à peu près la même structure, mais voilà, j'ai développé certaines idées et j'ai tout redessiné, tout remis en couleur puisque j'avais un peu plus de temps. Et maintenant ça s'appelle Cursus fin du monde. Et pourquoi Ouais. l'avoir lié à l'album précédent des milliards de miroirs? Enfin, du coup, c'était déjà dans la première version? Oui, oui, c'était tout de suite. Ben ça, c'était presque, je vais dire, un peu une solution de facilité au début parce que je savais vraiment pas comment. C'est compliqué d'inventer des personnages, ça prend du temps et puis une résidence, voilà, 3 mois pour faire 44 pages de BD, c'est quand même assez rapide. Et c'est un copain qui m'a dit, mais de toute façon, t'es dans les mêmes problématiques que ton précédent bouquin, tu devrais reprendre le même univers, développer un aspect de cet univers, faire quelque chose à partir de ça. Et, euh, et en fait, ça m'a donné plein d'idées. Voilà, c'était une étincelle un peu qui a après débloqué plein de choses. Et je me suis dit, ah, mais ouais, mais en fait, dans des milliards de miroirs, ça se passe dans un futur proche. Tout va assez mal. La Terre est plus ou moins condamnée. Enfin, on sent vraiment que c'est la merde, quoi. Et je me suis dit, ça serait bien de faire un préquel qui se passe de nos jours où il y a encore des choses à faire. Et du coup, prendre mes personnages et les mettre en scène quand ils sont encore étudiants et qu'il y a encore des possibilités. Tout n'est pas fermé, l'avenir n'est pas complètement fermé, quoi. Et donc j'ai repris deux personnages dans des milliards de miroirs. J'avais juste laissé sous-entendre qu'ils se connaissaient, on savait pas trop pourquoi. Et ce qu'on savait, c'est que ils avaient une connaissance en commun, c'est l'ex-femme de Benjamin qui est décédée dans des milliards de miroirs et qui est censée être une très bonne amie de Cécilia, qui est un autre personnage important du bouquin. Et donc, en fait, Cursus fin du monde, eh ben, un des personnages principaux, c'est justement cette personne qui s'appelle Lou et qu'on découvre le temps d'une soirée. Voilà. Et c'est la rencontre entre Lou et Benjamin. Et puis, ça raconte aussi une histoire d'amoureux. Et dans cet album, en fait, on sent aussi qu'il y a un propos un peu plus engagé, un peu plus politique que dans l'album précédent, alors que l'album précédent décrivait un monde pas très enviable. Mais Mm. du coup, c'est par contre dans celui-ci où là, c'est la fête, on est dans une soirée étudiante, où là, finalement, c'est dans les dialogues et ce qui va se passer que c'est finalement plus engagé. Oui, oui, c'est vrai. Ben, c'était une envie que j'avais parce que en terminant des milliards de miroirs, que j'ai mis presque 3 ans, enfin 2 ans, je crois, 2, 3 ans à le faire. Mes idées, elles ont vachement évolué au fur et à mesure, et puis on peut pas recommencer 40 000 fois un livre, donc au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et puis je me disais, bon, mais dans le prochain, je mettrai les nouvelles idées. Et Cursus fin du monde, c'était une manière un peu de faire un complément, de développer un peu plus les questions politiques que je trouvais que j'avais seulement survolées dans des milliards de miroirs. Et en même temps, voilà, le fait de mettre des jeunes, de mettre une soirée déguisée, c'était aussi pour travailler sur la question de l'utopie. Une utopie, il faut que ça donne envie, que ce soit joyeux. Euh, donc on peut parler de politique sans que ce soit plombant et chiant, quoi. L'idée, c'était de montrer que ça pouvait être marrant. Ouais. Et du coup, est-ce que ça a influencé un petit peu aussi la temporalité de l'album? Parce que c'est le premier album sur les quatre qui se passe d'une traite en une soirée. Il y a pas de coupure. On est presque dans un huis clos, pas loin en tout cas. Et du coup, est-ce que ça a influencé ça aussi? Oui, alors ça, je sais plus trop comment c'est venu cette idée. Je crois que c'était un peu une manière de mettre une contrainte aussi pour aller droit au but dans ce temps limité de la résidence. Et j'aimais bien aussi cette idée qu'il y a, enfin, les soirées, il y a quelque chose, c'est un peu hors du temps. Et puis j'aime bien le moment où tout le monde commence à être un peu bourré et au petit matin,
c'est comme si on était en dehors du rythme quotidien. Et donc, il y a des choses qui deviennent possibles dans cette période-là. Les langues se libèrent, euh, les gens se livrent plus facilement. Et puis, moi, c'était aussi des souvenirs d'étudiants au Beaux-Arts d'Angoulême. On faisait beaucoup la fête et c'était, pour moi, parler des étudiants, c'est aussi parler des fêtes, quoi. C'est quand même un moment important de la vie étudiante. Et puis, c'était amener un peu de légèreté. Donc, j'avais envie aussi que le livre, il se termine par le lever du soleil. Enfin, on voit pas le soleil se lever, mais il y a la lumière du petit matin qui arrive comme ça. Et pour terminer sur une espèce de fin ouverte, où on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, et presque on a envie de participer à la suite, quoi. Mhm. Et aussi, je trouve que tu t'éloignes un peu aussi des précédents albums où les autres sont un peu construits sous forme de polar. Enfin, disons qu'il y a une espèce d'enquête où il y a du suspense. Et là, on sent que tu abandonnes un petit peu cette idée. Est-ce que c'est une nouvelle direction ou c'était spécifiquement pour ce projet? Non, c'est une envie que j'ai eue petit à petit. Déjà, avec des milliards de miroirs, j'ai essayé un petit peu de laisser tomber le truc de l'intrigue, même s'il y a une intrigue sur qu'est-ce que c'est que ces signaux qu'on reçoit de l'espace. Mais, mais j'essayais de. Il y a un truc du suspense qui est une technique qui est vachement marrant à. Enfin, j'aime bien jouer avec ça, mais ça ferme vachement le récit. Enfin, on est obligé. Il y a un côté un peu technique, quoi. Mener le suspense, il faut mettre des indices et tout. Et là, je me sentais un petit peu libre, un peu plus libre à juste raconter un moment comme ça. C'est plus, il y a eu beaucoup d'écriture automatique. Enfin, je me suis lancé comme ça dans le récit après avoir pris plein de notes sur les discussions que j'ai eues avec les chercheurs. Et puis voilà, je rentrais les idées qui m'avaient plu petit à petit dans les dialogues et tout ça. C'était moins millimétré qu'un récit à suspense, quoi. Ouais, Donc, d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer un peu, même si j'ai encore envie sûrement que je referai des livres un peu plus de genre à suspense comme ça, parce que c'est marrant, quoi. C'est ludique à faire, mais ouais, je me laisse la possibilité d'essayer d'autres choses aussi. ouais, justement, tu parlais de retranscrire des bouts de conversation ou des choses, des discussions. On sent aussi, oui, dans ce livre que l'humain est peut-être plus en avant que dans les autres où c'était plutôt la technologie. Et là, on a Mm. vraiment l'exploration des relations humaines. Et d'ailleurs, comme tu disais, il y a une histoire d'amour qui est assez importante. Est-ce que là aussi, c'est une autre façon de parler de la science avec un côté moins hard science, comme on pourrait qualifier les précédents albums? Et ouais, mais oui, c'est vrai, et c'est à la fois vrai et faux, quoi, je dirais, parce que c'est vrai que les personnages quasiment tout se passe dans les dialogues, dans les échanges entre les personnages. Et en même temps, ce dont il parle, il y a des moments, c'est quasiment des trucs un peu théoriques et c'est quand même des chercheurs qui discutent entre eux de qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que les rapports entre la science et la politique, qui s'engueulent sur des concepts un peu sur lesquels j'ai entendu les chercheurs pas s'engueuler, mais en tout cas ne pas être d'accord. Donc quelque part dans les dialogues, il y a un petit côté hard science, genre où c'est moi j'ai mon bouquin, il est presque adressé en premier lieu aux chercheurs, aux jeunes chercheurs, quoi. Après, bien sûr que j'ai fait en sorte que ça soit accessible à tout le monde, mais dans les propos, c'est vrai, je suis vraiment peut-être plus rentré dans le dur de questions scientifiques encore plus qu'avant, quoi. Parce que je me cache pas, enfin je me cache pas, je me sers pas du côté science-fiction avec ouais des questions d'extraterrestres, de technologies flippantes ou de trucs comme ça. Donc il reste essentiellement des dialogues pour parler de questions scientifiques et c'était un défi aussi, hein, d'arriver à faire vivre euh,
des questions, il y a des questions un peu philosophiques aussi que j'essaie de toucher du doigt, d'arriver à rendre ça vivant entre plein de personnages qui sont à moitié bourrés par la moitié du temps. Enfin, c'est un petit défi marrant. Ouais, et justement, par rapport aux précédents albums, là tu dis que tu t'es inspiré de personnes réelles, mais tu les nommes pas. Alors que dans tes projets précédents, il y avait carrément des scientifiques que tu citais ou dont tu t'es inspiré très fort. Là, tu as changé un tout petit peu aussi d'axe avec ce projet. Oui, ben alors je les cite à la fin, je les remercie à la fin du bouquin, les scientifiques que j'ai rencontrés qui m'ont accordé du temps et tout, de l'énergie aussi. Mais je voulais pas les citer parce que en fait je mets pas exactement leurs mots. Je voulais être un peu libre sur ce que je leur fais dire, sur les idées que je leur fais défendre, parce que c'est aussi ils représentent certains courants de pensée et puis voilà, il y en a certains que je critique, qui sont critiqués par les autres personnages et il y a dans mon souvenir, il y a un chercheur, quand il a vu le rendu, il y avait une expo à la fin de la résidence, qui m'a dit, ben, j'espère que c'est pas comme ça que vous me voyez, parce qu'il a vu ses propos dans les dialogues de Cécilia et c'était un peu, enfin, il se sentait un peu critiqué et bien sûr que non, moi j'ai exagéré et puis genre j'en ai rajouté aussi. Pour créer du débat et voilà, il fallait que je me sente libre pour pas, je sais pas critiquer frontalement des gens en plus que je me permettrais pas de critiquer parce que je suis pas du tout, je connais beaucoup moins le domaine qu'eux. Moi, je me positionne avec un regard extérieur et voilà. Et puis en plus, il y avait l'idée d'intégrer mes personnages que j'avais déjà créés, de leur faire porter ces discours-là. Donc ils ont aussi déjà un caractère à eux. J'allais pas me servir du caractère de la personne que j'avais interviewée pour le faire rentrer dans le caractère d'un personnage que j'ai déjà. Et donc du coup, ça me faisait penser ta réponse aussi à l'humour qu'on trouve aussi dans le livre. Là, je pense avec bah, entre les déguisements, les critiques, mais aussi les clins d'œil avec les personnages, avec des milliards de miroirs, où on a par exemple Benjamin qui est dans un fast-food et puis qu'après qui va vendre des grillons et des choses comme ça pour l'agroalimentaire. Du coup, tu as parsemé pas mal de petites choses comme ça. Est-ce que c'est pour, on va dire, trancher un peu avec le côté un peu pessimiste du livre précédent? Oui, oui, j'avais vraiment envie de légèreté et toujours cette idée de balancer un peu entre un propos qui peut être parfois un peu théorique et une certaine légèreté d'une soirée étudiante et qui est quand même un moment où on s'amuse, quoi. Donc, moi, je mets pas des blagues pour faire des blagues, mais je mets des blagues parce que c'est mes personnages qui font des blagues pour s'amuser, et donc on rigole avec les personnages, quoi. Mon idée, c'est un peu ça, qu'on s'amuse un peu comme quand on s'amuse à une soirée étudiante. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée aussi que de montrer que parler de politique et de projets utopiques et tout ça, ça peut être un moment, un bon moment. On s'amuse à faire ça, quoi. Et même dans la controverse, quand ils discutent qu'ils sont pas d'accord, ce que j'aime bien, c'est un truc que j'ai pas mal remarqué chez les chercheurs, c'est qu'ils ont cette capacité à pas être d'accord, mais à respecter les arguments des autres du moment ils sont dans un débat qui respecte en gros les règles un peu du débat scientifique. Et donc il y a ça pendant tout le truc, il y en a plein qui sont pas d'accord, mais ils s'écoutent les uns les autres quand même et avec une certaine légèreté, de temps en temps ils s'envoient un petit tacle, une petite vanne, mais ils continuent à échanger, quoi. Est-ce que, à force de travailler un peu ces sujets scientifiques avec, voilà, on disait des vrais chercheurs, en tout cas des travaux ciblés, est-ce qu'il y a des chercheurs qui te contactent un peu pour te proposer des sujets ou pour te parler de leurs travaux? Eh ben, j'ai un chercheur qui m'avait contacté, dont j'ai oublié son nom, qui travaille, qui est mathématicien, enseignant à Paris
et qui a beaucoup aimé mon premier livre qui s'appelle Le chercheur fantôme et il voulait qu'on fasse une série de strips autour des mathématiques en bossant ensemble. Ça s'est jamais fait, peut-être que ça se fera un jour, mais c'était compliqué de trouver des financements pour faire ce projet-là. Mais de temps en temps, ça m'arrive. Et puis en festival, souvent, c'est vrai que j'ai des lecteurs, j'ai quelques lecteurs qui sont dans les sciences, parce que je pense que je touche un peu ce public-là. Donc souvent, en festival, en dédicace, je discute avec des chercheurs. J'ai rencontré notamment quelqu'un qui bosse dans l'intelligence artificielle et comme c'est un projet de bouquin que on a échangé un peu sur Facebook et j'ai son contact. Je sais que dès que je me mets à bosser sur ce livre, je pourrais le recontacter. Donc voilà, ouais, ça arrive de plus en plus. Et du coup, tu parlais du chercheur fantôme. C'est un livre que j'ai vu que tu avais refait récemment et mis en ligne. Pourquoi du coup t'as changé la fin? Et ben parce que j'en étais plus satisfait, tout simplement. Et il se trouve que la première édition était épuisée. Et c'était mon premier bouquin. J'ai pas changé la fin, mais je l'ai retravaillé. C'est toujours, il se passe la même chose, mais j'ai fait en sorte que ce soit plus clair pourquoi ça se terminait comme ça. Parce que moi-même, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ressentaient une certaine frustration avec la première fin. Et, euh, et quand je leur expliquais ce que je voulais faire, ils disaient ah ouais d'accord, mais j'avais pas compris. Donc je me suis dit bon ben c'est l'occasion de retravailler un peu pour affirmer plus clairement cette fin. Et puis j'aime bien l'idée qu'un bouquin peut évoluer avec le temps, même après sa sortie. Peut-être qu'un jour je rebosserai Cursus Main du Monde ou des milliards de miroirs, j'en sais rien. Mais justement, sur ton blog, tu les proposes en lecture libre ou en téléchargement avec, tu précises une possibilité de pourquoi pas les prolonger ou les modifier. Est-ce que tu as eu Mm. des retours de ça? Est-ce que tu as eu des propositions? Alors pour l'instant, la seule proposition que j'ai eue, qui a été faite d'ailleurs, c'est des Argentins qui ont un site où ils publient des BD gratuitement en libre, en ligne, et qui m'ont demandé l'autorisation de le traduire, mais c'était par politesse parce qu'ils ont le droit, quoi. Donc ils l'ont fait, ils ont tout traduit bénévolement, ils l'ont mis en ligne. Ouais. Et du, J'ai pas eu de personne à encore retravailler mon histoire ou les personnages, j'en sais rien. non, mais Je du serais coup, curieux. ouais, c'est ça, c'est que je me suis dit, si tu proposes ça, c'est est-ce que toi, tu aurais eu l'envie de retravailler un album existant? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'aurait motivé? Est-ce que tu avais eu une envie comme ça? Bonne question. Je crois pas que ça m'ait trop traversé la tête. C'est déjà suffisamment de travail de faire ses propres trucs. Donc, je garde mon énergie pour mes idées. Mais peut-être qu'un jour ça viendra, j'en sais rien. Euh, Moi, après, c'est surtout l'idée je suis assez attaché au fait que la culture, ça s'échange le plus facilement possible. Moi, je sais qu'Internet, j'ai grandi à la campagne et le jour où j'ai eu Internet, ça a changé ma vie parce que je pouvais enfin écouter de la musique, lire des trucs, découvrir plein de choses que je connaissais pas. Et je piratais beaucoup de choses, ce qui est mal. Mais je me dis, bah, pour pas avoir à pirater, est-ce que les gens n'aient pas à pirater les bouquins autant que les mettre en ligne? Et je pense pas qu'à mon niveau, ça influe beaucoup sur les ventes. Au contraire, je pense même que ça fait connaître les livres. À mon avis, les seules personnes qui pâtissent vraiment de, du piratage ou de mettre des choses gratuitement en ligne, c'est des gens qui vendent beaucoup et qui ont peut-être pas, déjà pas spécialement trop de problèmes financiers. Donc, je sais pas. En tout cas, si c'est possible, je pense que c'est bien de le faire. On en met plusieurs en ligne hein, avec les illustrations Club Blog, en fait.
Il y a plusieurs livres de Grégory Jarry, Thomas Dupuis, enfin Autoté, Nicolas Augereau, Lucie Castel. Tout ça, il y en a pas mal qui sont en ligne. On en a mis pas mal pendant le confinement aussi comme les librairies étaient fermées, que les gens puissent bouquiner. Et puis il y a aussi le fait que lire sur un écran, c'est quand même pas super agréable Ouais. et c'est un peu. Enfin, en tout cas en l'état, puis nous on met les PDF bruts, on fait pas de tout un travail pour rendre une lecture agréable. Donc ça nous paraît bien de mettre ça gratuitement. Et du coup, au niveau du comment tu travailles, en fait, je me demandais quelles étaient les étapes pour toi pour construire un album. Enfin, comment tu conçois un projet? Alors, il y a pas mal d'allers-retours, mais je commence par souvent une envie de parler d'un, d'un sujet, une question que j'ai. En fait, c'est plutôt, je vais partir d'un domaine qui m'intéresse et j'ai envie de passer du temps à me renseigner dessus, à apprendre. Et comme un bouquin, une bande dessinée, ça prend du temps à faire et que je gagne ma vie en faisant ça, je me dis autant en profiter pour apprendre sur un sujet qui m'intéresse. Donc ça commence comme ça. Ensuite, donc il y a beaucoup de documentation au début. Et ensuite, je commence à imaginer un peu l'histoire. Quand je commence à avoir un synopsis à peu près correct, je l'envoie à mon éditeur. Si ça l'intéresse, il me dit vas-y, fonce. Et là, à partir de là, je commence à réfléchir aux personnages, à les dessiner un peu, à essayer de trouver mes personnages. Et puis, j'ai une première grosse étape d'écriture où je fais le scénario. Ensuite, je valide. En fait, on a un comité de lecture à Flubelub. Et il y a un gros travail d'édition qui est fait de suivi, c'est-à-dire on accepte très peu de livres déjà terminés. En fait, on les suit pendant qu'ils sont en train d'être conçus par les auteurs et les autrices. Donc moi, il m'accompagne, je lui envoie des trucs toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Il me fait des retours, il me conseille, parfois il me fait changer des choses et tout. On en discute parce qu'en fait, Grégory Jarry, donc qui me suit sur les livres, il est aussi auteur. Donc il a un bon regard de scénariste. Et ensuite, je crayonne tout ça, je fais tout mon découpage. Et là, j'envoie ça au comité de lecture de la maison d'édition qui me fait des retours, des changements. Parfois, il faut changer toute la fin. Parfois, il faut enlever un personnage qui sert à rien. Parfois, il faut réécrire des dialogues. Voilà, il y a et c'est toujours une discussion. C'est-à-dire que moi, si je suis pas d'accord avec leurs conseils, je change pas. Mais en général, c'est assez juste. Donc, j'écoute. Et une fois que tout ça est validé, j'encre et je mets en couleur. Et puis il y a encore des petits retours. Et puis jusqu'à la fin, jusqu'au moment de partir chez l'imprimeur, on fait des retouches, on relit plein de fois, enlever les fautes. Voilà, c'est genre rechanger encore une petite case, une main qui est mal faite, page 3, page 224, case 2, jusqu'au bout. Et voilà, donc ça s'arrête, ça s'arrête parce qu'il faut l'envoyer à l'imprimeur et que c'est trop tard. Donc, je crois que s'il n'y avait pas le couperet de l'envoi à l'imprimeur, on s'arrêterait pas. Et du coup, tu disais c'est à peu près 2 ans, c'est ça, de travail en Ouais, album? ça dépend. J'essaie d'aller de plus en plus vite parce que aussi j'apprends, je fais moins d'erreurs, dans le sens où je me lance. Maintenant, je commence à mieux savoir si j'ai ce qu'il faut pour faire un livre ou, par exemple, le Profil de Jean Melville. Je crois que l'histoire, je l'ai réécrit 3 ou 4 fois. À chaque fois, j'avais déjà bien avancé le découpage. J'ai dû faire une première fois 90 pages et puis j'ai tout recommencé à zéro parce qu'en fait je me rendais compte que j'avais pas suffisamment de matière à faire mon histoire. Maintenant je commence un peu plus à savoir quand je suis prêt à me lancer quoi. Donc je perds moins de temps. Mais oui, les 2 premiers livres ils ont mis 3 ans
sachant que le profil de Jean Melville, il fait 2 fois plus de pages que le chercheur fantôme, donc quelque part, j'avais déjà bossé plus vite. Des milliards de miroirs, je crois que j'ai mis 1 an et demi, 2 ans, en fait, maintenant que j'y pense. C'était un peu plus rapide. Et Cursus fin du monde, bon, c'est encore autre chose, mais bon, la première version, j'ai quand même fait 44 pages en 3 mois, c'est pas mal. Hmm. Et puis là, maintenant, les prochains, j'ai des projets en collaboration, donc c'est aussi un autre rythme de travail, je pense que ça va un peu plus vite. Et j'essaie de mener plusieurs projets en même temps, ce qui est pas facile. Voilà, c'est quand même beaucoup de travail, mais j'apprends à perdre moins de temps. Et du coup, tu travailles pour le dessin de manière traditionnelle avec crayon, encre et papier ou c'est plutôt sur numérique? Alors le dessin, tout est fait sur papier. Je change un peu de technique à chaque fois, j'essaye des nouveaux trucs. Le chercheur fantôme s'est dessiné sur 2 A3, donc c'est gigantesque, au feutre, alors que les dessins sont hyper simples, très géométriques, mais tout le monde pense que ça a été dessiné à l'ordinateur. Et les couleurs sont faites entièrement à l'ordinateur, par contre. Le profil de Jean Melville, c'est au contraire, c'est dessiné tout petit à la plume et ensuite agrandi. Les couleurs sont faites aussi à l'ordinateur. Et des milliards de miroirs, c'est ancré au feutre. Et les couleurs, c'est du lavis, donc c'est de l'encre de Chine diluée, des gris plus ou moins foncés, qui sont ensuite teintés sur Photoshop. Et, maintenant, là, le cursus fin du monde, c'est pareil, c'est la même technique. Et pour Biscotto, le journal pour enfants, là, pour lequel je viens de commencer à bosser, là, c'est tout à la main, stylo, encre et aquarelle. Voilà, j'essaye de revenir. En fait, j'essaie de retrouver du plaisir à dessiner. Au début, j'étais un peu trop dans le dessin, il fallait que ça envoie, que c'était un peu exécuté, quoi, et je prenais pas beaucoup de plaisir et de temps à dessiner, et j'essaie d'accorder un peu plus de place au dessin, et c'est assez cool. Je prends plus de temps, et je prends plus de plaisir, du coup, ouais. Ouais, ça se voit parce que dans des milliards de miroirs, t'as commencé à mettre des doubles pages, il y a des espèces de photos de l'espace un peu artistiques, des trucs peut-être moins fonctionnels comme tu disais. Dans Cursus Fin du Monde aussi, je trouve que c'est plutôt la couleur aussi, où du coup ça devient plus chaleureux, il y a plus de matière. C'est pour ça que je Mm. demandais la technique parce qu'on sent il y a eu un changement en tout cas. Ouais, ouais, ça a été. Moi, j'ai un rapport un peu conflictuel au dessin. J'ai fait un mémoire aux Beaux-Arts en master BD sur ça. Là. Ça s'appelle Éloge de la solution de facilité dans le dessin de bande dessinée. Et l'idée, c'était de trouver comment font les gens qui dessinent pas, qui sont pas des virtuoses du dessin, pour quand même faire de la bande dessinée. Et parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup de dessins une bande dessinée. Faudrait faire le calcul du nombre de cases par page fois le nombre de pages, mais Ouais. bon, c'est plusieurs centaines, voire je sais pas. Donc c'est laborieux, quoi. Il y a un truc laborieux, et il faut trouver, voilà. Je pense qu'il y a un chemin. Chacun doit trouver sa solution pour faire autant de dessins, pour raconter une histoire. Et moi, ça a été long, quoi. Et là, à un moment, je me suis rendu compte que je prenais pas suffisamment de plaisir, et que quand j'ai commencé à décider de prendre un peu plus de plaisir à dessiner, les gens m'ont dit que ah, c'est cool, il est bien ton dessin. Et en fait, je pense que ça se sent dans le résultat. Donc oui, j'ai voulu travailler les couleurs dans des milliards de miroirs. Il y avait encore plus de double pages au début, on en a enlevé parce que c'était un peu, ça cassait un peu trop le rythme de lecture, on trouvait. Ouais. Mais il y avait cette idée de faire il y a une question, ouais, le truc des miroirs qui renvoient des images de l'espace, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y avait l'idée de travailler un peu l'image, le flou aussi. Il y a le lavis qui se précise petit à petit dans les images qui viennent de l'espace. Il y avait des questions visuelles que j'avais envie de, voilà, enfin, des questions que j'avais envie de traiter par le dessin.
Donc je me suis permis de m'amuser, puis ramener de la matière comme ça dans le dessin avec le lavis, ça ramène aussi un peu de hasard. Le lavis, on contrôle pas totalement ce qui va se passer, et il y a des surprises. Et puis c'est très reposant. C'est presque un moment un peu méditatif quand on commence à faire les lavis, et on peut écouter de la musique, écouter des émissions de radio tranquillement et dessiner. C'est un moment assez agréable. Et ça, justement, bon, là, tu es en résidence, mais sinon, c'est quoi un peu ta journée type d'auteur? Ah, ça varie vachement parce que une bande dessinée, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein d'étapes. Donc, ça dépend si, par exemple, quand je suis au moment de l'écriture, j'arrive pas, je sais pas, quand j'arrive à écrire pendant 6 heures dans une journée, c'est un record. Je suis complètement crevé après, ça me vide le cerveau. Et après, quand je dessine, je peux bosser très longtemps et peut avoir passé des heures. Enfin, surtout quand j'encre. Quand je découpe, c'est aussi assez, ça demande vachement de concentration, de réflexion, c'est assez casse-tête. Mais ça commence par, j'allume le logiciel de discussion des éditions Flubelub dont je suis salarié et sur lequel on se connecte tous les jours pour savoir s'il y a des choses à faire, pour te dire bonjour, faire une blague ou deux, Mhm. s'envoyer des fichiers s'il faut s'envoyer des fichiers, et puis je me mets au boulot. Donc j'ai un peu des horaires de salarié, ce qui est assez enfin ce qui m'a confortable, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ça aide à bosser quoi. Je me prends des vrais week-ends, je m'arrête à 6h30, 7h, j'arrête de travailler. J'ai un truc un peu régulier comme ça qui m'aide à progresser, enfin à progresser dans mon travail quoi. Et sinon, ouais, le rythme, bah, depuis peu de temps, j'ai enfin un atelier. J'ai rejoint des copains dans un atelier. Ça change la vie. C'est super cool. Parce que je travaillais tout seul chez moi et bah, on voit pas grand monde, du coup. Moi, le confinement, ça n'a pas changé ma vie. J'étais déjà confiné depuis 2 mois à terminer mon livre chez moi. Donc, je pense que la vie de confiné qu'ont vécu les gens, ça ressemble beaucoup à la vie de beaucoup d'auteurs et d'autrices de bande dessinée, je crois. Ouais, ils ont partagé le quotidien d'un auteur. Ouais, voilà. Ok, je sais pas ce que je peux dire trop de plus sur mon quotidien de travail. Est-ce que, moi, je voulais te poser aussi une question sur tes influences BD. C'est quoi un peu les auteurs qui t'influencent qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la BD ou de la BD scientifique Alors, il y a plein de choses et plein de réponses différentes. Alors, ce qui m'influence le plus, je pense maintenant, dans la bande dessinée, c'est vraiment mes amis. C'est tous les gens que je connais qui font ce travail. C'est la plupart de mes lectures, c'est déjà les livres de mes amis, ça prend du temps. Ce qui fait que je suis pas hyper calé sur tout ce qui sort maintenant, à part quelques trucs que je suis un petit peu. Et après, mes influences qui m'a donné envie de faire de la BD, moi j'ai un gros plaisir hyper premier degré de lecteur de Jérôme K. Jérôme Bloch, Mhm. de Daudier. Et d'ailleurs, le profil de Jean Melville, c'est un peu un hommage, enfin c'était mon Jérôme K. Jérôme à moi. Il y a quelques clins d'œil à ça d'ailleurs. Parce que je trouve qu'il a vraiment une capacité à créer des personnages enfin, un récit en quelques pages hyper dense, hyper fort. Et après, ça c'était vraiment, enfin, c'est mes lectures d'enfants et d'ados. Et après, le truc qui m'a donné le déclic, c'est des bouquins de Larsenet, notamment Les eaux lourdes, qui est pas son plus connu, qu'il a fait avec son frère, et qui m'a vachement, je me suis senti autorisé à faire de la bande dessinée, je crois, quand j'ai lu cette BD. Parce qu'il y avait un dessin assez rond, assez simple, pas hyper réaliste, que je me sentais pas du tout capable d'avoir.
et que moi j'aime ce dessin, cette ligne claire, très épurée, et puis où on s'attache pas au réalisme. Et en même temps, faire une BD très sérieuse avec un truc même assez fort, assez plombant dans cette histoire de. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais ça se passe après la catastrophe de Tchernobyl, je crois. Il y a une espèce de retour à un truc un peu moyenâgeux avec des chevaliers, puis en même temps des trucs, comment dire, radio. Bref, euh, quand il y a une explosion de centrale nucléaire, Je veux dire, les merde, retombées des j'ai plus le terme. radiations. Ouais, les radiations, voilà, c'est le terme que je cherchais. Merci. Et voilà, je me suis dit, ah, mais c'est génial, on peut faire ça. Et je m'étais jamais dit qu'on pouvait faire ça. Et je me suis assez tardivement dit que j'avais envie de faire de la BD. Et après les sciences, bah, c'est tout simplement parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai toujours un peu hésité à faire des études scientifiques. Et puis c'est une manière de compenser le fait de ne pas avoir fait ça, je crois. Et du coup, est-ce que aussi tu es un lecteur de SF parce que c'est un genre que tu abordes, mais un peu par la bande, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement? Je suis pas un très grand lecteur de SF, mais j'ai quelques trucs qui m'ont marqué. J'ai lu Ubik qui m'a marqué. J'ai lu une partie de Fondation qui m'a beaucoup marqué. Et un truc aussi qui est pas souvent rangé dans la science-fiction, mais c'est euh, Murakami, un écrivain. Je sais plus, je crois que c'est Haruki Murakami, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est la fin des temps. Et c'est une espèce de science-fiction hyper bizarre. On ne sait jamais trop où on est. Il y a un côté fantastique en même temps. Il crée des mondes très étranges et une manière de les raconter qui est très étrange aussi. Et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué une grande liberté de manière d'aborder la science-fiction. Ouais. Et après, bah, je suis quand même, je regarde pas mal de films. Un film qui m'a marqué adolescent, même si j'en suis un peu revenu depuis. Je crois que je l'ai trop regardé adolescent. Mais c'est euh, mince, j'ai un trou. Alors ça c'est trop bizarre parce que je l'ai vu 20 fois. Hmm. Donnie Darko, Ah oui. c'était vraiment, je crois que je l'ai vu à la bonne période, à l'adolescence. C'est vraiment un film pour les ados. Et s'il y a ce truc inquiétant et puis de mêler des questions de science des questions philosophiques un peu qui me mettent le vertige et en même temps à des vies de tous les jours d'une toute petite famille dans une espèce de banlieue américaine. Euh, c'est pareil, c'est un truc m'a pas mal influencé ça, je crois, ce film. Est-ce que, du coup, tout à l'heure, tu parlais un peu de tes prochains projets, donc il y avait des collaborations et d'autres. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ou pas encore? Oui, oui, bon, il n'y a pas vraiment de secret. Je travaille sur un bouquin avec Grégory Jarry et Lucie Castel, qui va être une série en 3 tomes, normalement, si tout va bien, un peu de science-fiction. Il y a un peu de Miyazaki, un truc un peu pop, marrant, qui parle d'écologie, mais de manière enfin, voilà, avec de l'aventure, des rebondissements, des créatures cheloues, des trucs comme ça. C'est assez marrant à faire. On prend pas mal de plaisir. J'ai un autre projet avec un ami qui s'appelle Maxime Jeune, qui est un projet qu'on traîne depuis 2013, je crois. Donc Mhm. ça fait un moment qu'on est dessus, qu'on le laisse tomber, puis qu'on s'y remet, qu'on laisse tomber, qu'on s'y remet. C'est un gros projet. Je sais pas trop si ça va faire 2 tomes ou un bouquin épais comme ça, je sais pas encore. Bon, ces 2 projets-là, moi, je suis juste au scénario, ce qui est assez agréable parce que je me préoccupe pas trop de ce que j'écris parce que c'est pas moi qui vais le dessiner, donc c'est pas grave. Et après un projet tout seul aussi donc le projet avec Maxime,
C'est un monde, on a inventé tout un monde différent du nôtre avec des règles de physique. Le monde fonctionne pas comme le nôtre. D'accord. Et c'est une autre planète, c'est dans un autre univers. Enfin, voilà, il n'y a pas les mêmes règles, quoi. Les mêmes règles de la physique. Et on met en scène des chercheurs qui essaient de comprendre comment il marche. Et c'est un monde où tout est régi par la science. Et donc c'est un mélange un peu entre fantastique et science-fiction. Et il y a pareil, il y a beaucoup d'aventures, de découvertes, de phénomènes bizarres qui sont observés. Et, euh, et c'est un peu pour parler de la pulsion, de la curiosité scientifique et les grandes révolutions, comment ça peut bouleverser même notre manière de voir les choses, de comprendre, d'envisager notre monde et tout ça. Mais avec un côté très léger, pareil d'aventure. J'ai un peu envie de grands récits d'aventure en ce moment. Et un dernier projet tout seul, et pour le coup très resserré, c'est dans un huis clos, dans un labo, presque avec un seul personnage qui essaie de fabriquer un robot intelligent avec une conscience, une vraie conscience. Et a priori, normalement, il sera toujours tout seul dans son labo avec son robot. Donc ça, voilà, ce sera pour le coup assez minimal, mais c'est un truc qui me botte pas mal en ce moment aussi. Alors j'ai une question de Bruno qui dit comment on trouve le texte du master éloge de la solution de facilité. Eh bien, bonne question. Il y a normalement, si tout va bien, il doit être à la bibliothèque des Beaux-Arts d'Angoulême, comme les autres mémoires de master. Je l'ai pas mis en ligne. Je sais pas à quel point j'assume encore tout ce que j'ai écrit dedans. Et à un moment, on avait l'idée quand je l'ai fait au début, Flubelub, il voulait l'éditer, faire un petit bouquin avec ça, juste pour se marrer. Puis on en a reparlé. Puis moi, je me sentais pas prêt à le sortir comme ça. J'ai un auteur qui explique qu'est-ce que c'est le dessin en bande dessinée avec des grandes théories. Je n'étais pas sûr d'assumer ça. Puis je crois que j'aurais envie de tout réécrire et je sais pas à quel point j'ai envie de mettre de l'énergie là-dedans. Peut-être qu'un jour je le mettrai en ligne si je faudrait que je le relise et que je vois si j'assume toujours, quoi. Parce que du coup, dedans, tu cites des auteurs contemporains, j'imagine. Tu donnes des exemples, c'est Ouais, ça? ouais, mais en fait tout est basé parce que c'était assez compliqué de parler de parler d'éloges enfin, de solutions de facilité sans que les gens se sentent un peu attaqués. Du coup, je me suis entièrement basé sur des interviews où les auteurs avouaient leurs faiblesses et comment ils faisaient pour le faire quand même, quoi. Donc, faudrait peut-être que d'ailleurs, par exemple, j'en parle aux auteurs avant de Ouais. publier ça pour voir si, s'ils sont d'accord, je sais pas. Mais enfin, c'est jamais méchant parce que moi je trouve qu'on est obligé. De toute façon, on sait pas tout dessiner. Sauf qu'en BD, il faut savoir tout dessiner parce qu'on faut qu'on puisse tout raconter. Et personne n'est capable d'absolument tout dessiner. Il y a un moment où faut trouver des stratagèmes, mettre des fleurs devant les pieds parce que c'est chiant de dessiner les pieds de face ou des trucs comme ça. Ou dessiner quelques silhouettes vite fait de bâtiments, de villes au loin parce qu'on va pas se mettre à dessiner toute la ville. Euh, et puis ça va. Et puis ce qui était marrant, c'est que ça posait aussi la question de qu'est-ce qu'on dessine et qu'est-ce qu'on dessine pas quand on fait de la bande dessinée, qu'est-ce qu'on dessine pas dans une case et puis aussi qu'est-ce qu'on dessine pas entre deux cases. Il Hmm. y a toute une partie du dessin. En fait, il y a toute une partie de l'histoire qui n'est pas dessinée. En fait, 99% de l'histoire est pas dessinée et elle est dans la tête du lecteur. Hmm. Donc ça aussi, c'est une solution de facilité. On va mettre deux images et entre les deux, on laisse je sais pas, un coup de poing. On va mettre avant le coup de poing, après le coup de poing, et puis le coup de poing, il se passe dans la tête du lecteur parce que Ouais, tu laisses les scènes de bataille dans les ellipses, quoi. ouais, c'est ça.
Mais remarque, ça pourrait être un livre dans la collection, je pensais, Éprouvette, là, chez l'association, dans la veine des œuvrets de Trondheim ou des choses comme ça, en fait. Tu pourrais carrément Ouais, c'est vrai. en faire un petit essai dessiné. Ouais, ouais, bah, ce serait du boulot de mettre ça en bande dessinée. Là, moi, c'est juste du pur texte. Vraiment, c'est mémoire en bonne et due forme avec note de bas de page et interligne de 1,5 et tout ça, quoi. Ok, et je reviens juste à tes projets. Donc tu parlais donc d'un projet solo autour d'un robot, de l'intelligence artificielle. Est-ce que là aussi c'est lié à des travaux en particulier ou là c'est juste, on va dire, un agrégat de tout ce que tu as exploré, toute la doc que tu as? C'est ouais, c'est une question, disons, qui me taraude un peu et j'ai envie de prendre le temps de me renseigner davantage. Euh, Ça part de l'idée que pour construire une conscience artificielle, ce serait pas possible sans construire un corps et que et du coup c'est un chercheur au lieu de commencer par créer le programme, il construit le corps du robot pour qu'il puisse apprendre en interaction avec le monde autour de lui et donc il réfléchit et il travaille et au fur et à mesure qu'il améliore le corps du robot, le robot commence à prendre conscience petit à petit. Mais ça, c'est une petite envie, une idée comme ça que j'ai et je commence à lire des choses autour de ça pour voir à quel point cette intuition là, elle est liée à quelque chose. Et euh, puis j'ai commencé à en discuter notamment avec le chercheur dont je parlais tout à l'heure que j'avais rencontré en festival et qui m'a confirmé que c'était des questions assez enfin actuelles. Hmm. Lui, il travaillait un peu sur ce genre de choses. Et donc ça m'a un peu confirmé dans ce petit pressentiment. Mais pour l'instant, c'est encore à l'étape de. Là, j'ai beaucoup de docs à lire, à chercher pour. Et je pense que ça va un peu plus parler de philo aussi parce que Ouais. ça rejoint des questions philosophiques qui sont pas des moindres, quoi, la conscience. Le rapport entre le corps et l'esprit, tout ça, donc c'est des grosses questions. C'est un peu flippant aussi de s'attaquer à ce genre de trucs. Et ouais, justement, je me demandais si tu avais lu le livre de Mathieu Bablé, Carbone et Silicium, là, qui est sorti fin août, qui est un Non, peu j'en ai sur ces entendu questions parler. aussi, c'est des axes aussi qu'il explore, le Ah ben rapport. je lirai alors. Ouais, parce Non, qu'il non, y a ce ouais. côté, ouais, en tout cas, il y a une, je trouve que ça, il y a des points communs, quoi, en tout cas, dans les réflexions de ce que tu dis et ce que lui, il explore. Ok, je lirai ça alors. Et du coup, dans les autres projets où c'est pas toi qui dessine, du coup, ça sera des projets qui sont chez Flubble aussi, où tu donc auras aussi ton mot à dire en tant que casquette éditeur et casquette scénariste. Comment ça va se passer? Alors, il y en a un qui est chez Flubble et l'autre qui est chez un éditeur, un grand éditeur, comme on dit. Ça, je sais pas si j'ai le droit encore de dire le nom parce que je suis pas dans les, je veux pas le dire, Ouais. parce que c'est pas encore annoncé, quoi. Mais l'autre, il est chez Flubble. Et non, dans ces cas-là, en fait, c'est pour ça que c'est bien on est 7 dans la maison d'édition, 7 salariés. Et en plus, il y a quelques membres fondateurs qui sont pas salariés, mais qui font partie du comité éditorial. Ce qui fait que ben on n'a pas, c'est un peu compliqué d'être son propre éditeur parce que moi je peux pas vraiment avoir de retour critique sur ce que je fais. Donc c'est dans ces cas-là, c'est bien, on se suit les uns les autres en fait. Enfin, on se conseille les uns les autres. Parfois, je joue le rôle d'éditeur pour Grégory et lui, il joue le rôle d'éditeur pour moi, quoi. Après, quand il s'agit de choisir, je sais pas, la couverture, à quoi va ressembler le livre, le titre, tout ça, c'est des questions qu'on discute tous ensemble. Mais qu'on soit auteur ou éditeur, de toute manière, on participe à ces discussions. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Robin, d'avoir répondu à toutes ces questions.
Avec plaisir. Merci pour ton temps et j'invite donc tous les lecteurs qui regardent ce live à vous procurer l'album Cursus Fin du Monde et rendez-vous sur Bubble où il y aura une chronique qui va être publiée dans les prochains jours pour en parler plus en détail. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter et au sujet des lives, tous les lives sont disponibles en replay, donc si vous voulez voir les autres, les précédents ou revoir le début si vous êtes arrivé en cours de diffusion, c'est possible. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à nous mettre aussi des noms d'auteurs ou d'albums si vous voulez qu'on invite les auteurs à participer à ces directs et que vous puissiez les rencontrer. Donc je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup et à bientôt. Salut. Salut!